Bonjour Maître Gabour. Vous êtes avocate spécialisée en santé et comme vous le savez, la toxine botulique est utilisée depuis 1975. Mais son essor date de 2002. Qu'explique selon vous ce passage à l'esthétique et son succès durable? Effectivement, c'est une excellente question. Donc, concernant la transition vers l'esthétique, concrètement, vous avez des médecins qui l'utilisaient pour des problèmes neurologiques et ils se sont rendus compte que les patients avaient des rides qu'on voyait moins. Donc, c'est le coup du hasard. Et en 2002, vous avez la FDA qui a autorisé l'usage de la toxine botulique à des fins esthétiques. Et compte tenu de son caractère réversible, immédiat également, et peu invasif, on a un succès mondial qui ne tarit pas. Voilà. En France, seules certaines spécialités peuvent injecter la toxine botulique à visée esthétique. Pourquoi cette restriction par rapport à d'autres pays européens? Alors effectivement, là encore, on se pose la question et plusieurs de mes clients qui sont médecins ou des établissements de santé ne comprennent pas forcément, mais il faut distinguer la loi et les autorisations de mise sur le marché, les décisions qui sont prises, elles, par l'Agence du médicament, soit au niveau national, donc c'est l'ANSM, ou soit au niveau européen. Et en France, les Botox qui sont autorisés à des fins esthétiques le sont, dans le cadre de l'AMM, donc par les agences, que pour 6 spécialités médicales. Et donc ça, cette modification, c'est pas lié à la réglementation française, c'est lié à l'agence française. Et donc vous avez beaucoup de débats à ce sujet pour savoir s'il faut élargir ou non cette autorisation. En tant que médicament sur prescription, comment la toxine botulique protège-t-elle le patient et encadre-t-elle son usage commercial? Alors, effectivement, on voit beaucoup sur les réseaux sociaux des fake injecteurs, donc des injecteurs qui ne sont pas médecins ou qui ne sont pas autorisés en France à injecter et qui vont se procurer, notamment sur Internet ou ailleurs, des produits qui ne sont pas autorisés sur le marché. Et la réglementation prévoit que un établissement pharmaceutique ne peut délivrer qu'à un médecin. Donc, au moment de la délivrance en France, on s'assure que le produit est délivré à la personne qui aura la capacité et la possibilité d'injecter le produit. Donc, ça sécurise le patient. Et dès que le patient, lui, sort de ce schéma qui est légal, il se met en danger. Ces sanctions contre les médecins non habilités sont-elles vraiment dissuasives ou faudrait-il renforcer le contrôle? Depuis une dizaine d'années, et compte tenu de l'essor des actes à visée esthétique, et notamment de l'usage du Botox, vous avez deux types de médecins. Vous avez des médecins qui vont à la suite d'une sanction. Les sanctions en général, ce sont des interdictions temporaires d'exercer, entre 1 mois et 12 mois d'interdiction, donc c'est assez colossal, l'impact est énorme. Mais il y a certains médecins qui vont se dire, j'en faisais pas beaucoup, des médecins généralistes qui ont déjà la pratique, donc qui se disent, concrètement, je peux le faire, c'est juste que l'AMM le prévoit pas. Et donc, ceux qui ont très peu de patients, ils vont se raisonner en se disant le risque est trop gros. Et d'autres, en revanche, qui ont une patientèle qui sollicite le praticien pour ces actes, vont se dire c'est peut-être 20%, 30% de mon chiffre d'affaires. Donc là, la question est purement économique. Et donc le praticien, malgré les risques, pourra et continuera, mais bien sûr, il le mettra moins en évidence sur son site internet ou sur ses réseaux. Donc là encore, c'est une question pragmatique et c'est pour ça que la réglementation changera probablement. Selon l'article 4127-1 du Code de santé publique, le médecin ne doit pas faire courir aux patients des risques injustifiés. Comment ce principe s'applique-t-il concrètement aux injections esthétiques? Alors, cet article, le R4127-1 du Code de la santé publique, en réalité une retranscription du Code de déontologie. Donc c'est l'article 27-1 du Code de déontologie qui précise que quel que soit le médecin, il doit impérativement éviter de prendre des risques injustifiés dans la prise en charge du patient. En médecine esthétique, ce risque est d'autant plus sévèrement analysé par les juges dans la mesure où la fin n'est pas médicale, ce n'est pas pour soigner un patient. Donc les juges vont être très stricts et ils vont regarder déjà d'une part si le praticien qui a injecté la toxine était rompu à l'exercice, donc concrètement sait injecter, connaît les techniques, est-ce qu'il respecte les règles d'asepsie, est-ce qu'il a eu une formation théorique, donc est-ce qu'il s'est pas lancé tout simplement comme ça, donc est-ce qu'il savait faire l'acte concrètement avant,
Et ensuite, est-ce que le praticien a demandé auprès du patient, a vérifié auprès du patient qu'il ne se trouvait pas dans une situation de contre-indication médicale. Donc, par exemple, une femme enceinte ne peut faire l'objet d'injections de toxines botuliques. Et donc, on va vérifier, d'une part, si il a les connaissances nécessaires, est-ce qu'il a la pratique nécessaire, est-ce qu'il est apte à effectuer le geste, et est-ce il s'est assuré que pour le patient, il n'y avait pas de risque, donc c'est la balance bénéfice-risque. Et ensuite, vous avez également l'information qui est donnée au patient. Est-ce que le patient a compris les risques qu'il allait accepter ou pas par rapport à l'injection? Par exemple, il risque une ptose. Une ptose, c'est quand l'œil redescend un peu. Donc, est-ce qu'il accepte de prendre ce risque ou pas? Et donc là, quand le dossier va aller devant le juge, eh bien le juge ordinal, en l'occurrence, va vérifier tous ces éléments-là. Selon vous, élargir la liste des praticiens autorisés à injecter augmenterait-il l'offre de soins ou le risque de complications? Alors ça, c'est mon avis purement personnel et non pas juridique, mais vu que j'accompagne plusieurs professionnels de santé, vous avez beaucoup de médecins généralistes qui font des actes à visée esthétique depuis des années et qui en réalité ont la main, ont les connaissances, et c'est seulement l'AMM qui les restreint et qui ne leur permet pas d'effectuer cet acte. Cet acte, ils peuvent le faire, par exemple, quand ils étaient dans le cadre de leur exercice au sein de l'hôpital à des fins médicales. Donc en réalité, l'élargissement de l'AMM, ou peut-être qu'il y a d'autres produits qui vont arriver sur le marché avec des AMM différentes, eh bien ça permettra de rassurer le professionnel de santé, ça permettra de répondre mieux à l'offre, mais pour autant, ça signifie pas que les complications seront plus fortes, dans la mesure où le médecin ne peut, quel que soit le cas, prendre de risques injustifiés à l'égard de son patient. Donc s'il ne maîtrise pas l'acte, qu'il soit spécialiste ou pas, il est censé s'abstenir. Au Royaume-Uni, des infirmières peuvent injecter. Que révèle cette différence avec la réglementation française? Alors, en Angleterre, ils ont une vision très pragmatique. C'est qu'en réalité, peu importe finalement votre diplôme, ils ont mis en place une formation pour les infirmières et les médecins, qui est exactement la même, et leur vision pragmatique est que, à partir du moment où le professionnel de santé est formé et qui sait faire le geste, il peut le faire. En France, la loi prévoit que l'injection de toxines botuliques est un acte réservé aux médecins. Et ça, c'est un décret de 1962. La France a une vision davantage sécuritaire et il y a le côté chasse gardée des médecins. L'Italie limite ses injections à quelques spécialités. Quels en sont les avantages et les limites? Alors, l'Italie est plus proche de la France et même davantage contraignante en ce qui concerne les injections de Botox. Donc bien sûr, la sécurité, elle est maximale pour les patients. En revanche, si vous avez autant de patients ou patientes qui souhaiteraient réduire leur ride par la toxine botulique, eh bien vous avez un accès aux soins qui reste limité. Et ce qui peut conduire, justement, quand c'est trop strict, à l'utilisation de produits en dehors du cadre légal. Le Health Education England recommande des formations universitaires pour les injecteurs. La France devrait-elle adopter une certification similaire? Alors effectivement, donc le ministère de la Santé en Angleterre prévoit une certification qui est commune pour les infirmières et pour les médecins. Donc c'est la formation préalable qui leur permet d'injecter après. Ce serait bien d'avoir une formation similaire, mais par rapport à la mentalité des institutions françaises, dans un premier temps, elle devra être réservée aux médecins et non pas aux autres professionnels de santé. D'un point de vue juridique, quels sont aujourd'hui les principaux risques pour un médecin pratiquant illégalement des injections de toxines botuliques? Alors, le plus gros risque, tout simplement, il est disciplinaire, comme je le disais tout à l'heure. L'ordre des médecins a la capacité, donc la chambre disciplinaire a la capacité d'interdire le médecin d'exercer. Et donc, il ne pourra pas exercer. Bien sûr, vous avez un autre aspect. Donc, vous avez plusieurs médecins qui sont, par exemple, des médecins généralistes, et quand bien même ils ne sont pas dans l'une des 6 spécialités, ils vont avoir une police d'assurance, ils vont s'assurer que la toxine botulique est prise en charge en cas de problématique. Donc, s'il y a un problème avec un patient. Donc, ils seront pris en charge par l'assurance. En revanche, le praticien qui n'est
qui n'est pas de la spécialité autorisée et qui n'a pas d'assurance, mais il aura un risque à l'ordre et bien sûr un risque énorme dans la mesure où son assurance ne prendra pas en charge les dommages et intérêts qu'il devrait donner par exemple à un patient qui l'aurait raté. Le marché de l'esthétique se développe, la réglementation française pourrait-elle s'assouplir face à la demande et aux pratiques européennes? Alors en France, vous avez une double balance. Vous avez les professionnels qui ont envie, bien sûr, et les syndicats qui se mobilisent davantage parce qu'ils se rendent compte qu'il y a des médecins qui sont lourdement sanctionnés alors que les risques sont très limités médicalement. Donc ils souhaitent faire évoluer les choses. Donc on a dans ce sens-là une évolution favorable avec l'ordre des médecins qui a décidé de reconnaître des DU en médecine esthétique. Mais pour autant, il faut bien dissocier cette reconnaissance avec l'AMM. Tant que l'AMM ne sera pas modifiée, on ne pourra pas faire d'injection de toxine botulique. Donc, on a une avancée, mais l'avancée est encore très lente en France. Selon vous, comment concilier sécurité des patients, liberté des praticiens et harmonisation européenne pour la toxine botulique? Alors forcément, la réponse, elle passe par une formation harmonisée auprès de tous les professionnels de santé qui injectent. Donc en Angleterre, c'est tant les infirmières que les médecins. En France, ce sont les médecins. En Italie, ce sont les médecins. Et l'idéal, bien sûr, c'est qu'il y ait une formation théorique et pratique avec des heures à valider d'injection avant de commencer sa pratique. Ou alors une équivalence à la suite d'une pratique qui est connue de la part du praticien. Parce que vous avez des médecins qui, en réalité, le font depuis 15 ans et qui savent très bien faire. Héritage Magazine réunit des médecins, des chercheurs, des industriels, des communicants et des avocats. Selon vous, quelle place le droit doit-il avoir dans l'avenir de la médecine esthétique? Alors, le droit est central parce que même si en médecine esthétique, les médecins voient en premier lieu le caractère scientifique, le caractère médical ou même esthétique, mais ce qui fixe les règles du jeu, c'est bien le droit. Donc, c'est véritablement essentiel de connaître les règles, donc ce qu'on peut faire, ainsi que les limites, pour exercer de manière sereine. En tant qu'avocate spécialisée en santé, qu'attendez-vous d'un média comme Héritage pour favoriser la compréhension et la diffusion de règles juridiques auprès des praticiens? Alors effectivement, l'intérêt d'Héritage, c'est d'avoir plusieurs professionnels du secteur. Donc vous avez des laboratoires, vous avez également des médecins, vous avez des cliniques qui sont amenés à lire le magazine. Et donc le but d'Héritage, c'est de donner des clés aux praticiens et de les sensibiliser sur parfois des points scientifiques qui vont être expliqués de manière pratique pour que cela parle aux praticiens dans son exercice, mais c'est également la même chose dans le cadre juridique. C'est expliqué avec des termes simples, mais concrets, que le praticien va comprendre et qu'il va pouvoir assimiler et connaître soit les mises en garde, soit la jurisprudence sur les actes qu'il réalise dans le secteur de la médecine esthétique, ou de la chirurgie d'ailleurs. Quel message souhaiteriez-vous transmettre aux lecteurs pour les sensibiliser à l'importance du cadre légal dans la pratique esthétique quotidienne? Alors là, je vais me faire un peu l'avocat du diable, mais pour autant, les praticiens voient le droit comme étant une contrainte. En réalité, le droit est là pour les protéger. S'ils connaissent leurs droits, ils connaîtront leurs limites, mais ils sauront quoi faire tout en étant sécurisés dans leur pratique. Donc éviter le droit, c'est risqué. Connaître le droit, ça permet aux praticiens de prendre se sentir à l'aise dans sa pratique. Enfin, vous avez découvert Héritage l'année dernière, lors de sa première édition. Qu'est-ce qui vous a séduit dans ce format? Alors Héritage, c'est vraiment l'un des seuls magazines qui justement donne la parole de manière assez large. On n'a pas deux lignes où finalement on se dit j'ai qu'un bout de l'information. On a véritablement par thème une information qui permet de prendre connaissance. Moi qui suis pas médecin, quand je lis les articles qui sont rédigés par les médecins, ils sont à la fois complets, mais pour autant ils sont compréhensibles pour les non-professionnels de santé. Donc moi, ça m'enrichit à titre personnel
tout en n'ayant pas l'impression de lire une revue scientifique pure et dure de 15 pages. Donc c'est une chance pour tous les praticiens qui ont la possibilité, ou les laboratoires qui ont la possibilité d'avoir entre leurs mains un regard croisé des différents acteurs de ce système.